Le mystère du puits, vous l'avez vu, à l'origine, c'est comment de Saint-Just-la-Pendue, qui est vraiment un petit village reculé, avec un milieu familial qui semble assez simple, comment on s'extrait de ce contexte et de ce milieu pour aller vers la Chine et être à l'origine de la conquête du Tonkin. Cette construction d'itinéraire s'effectue en plusieurs temps. D'abord avec une première étape en Égypte, à Port Saïd, avec la construction du canal de Suez. Et puis se poursuit sur l'idée de faire un bon coup en suivant les troupes militaires françaises qui vont en Chine, à Pékin, avec une première fortune qui aurait été établie suite au sac de Pékin. En première fortune dont on ne trouve aucune trace en archives et qui est soit un mythe, soit tue par la suite. Ensuite, établissement sur le fleuve Bleu, en Ankou, et puis développement d'un commerce de thé, de soie et d'opium aussi, et puis d'armes. Et c'est par les armes que Dupuy arrive au Yunnan et entre en relation avec le maréchal Ma qui mate la religion musulmane et qui du coup a besoin d'armes et d'une technologie plus développée, pseudo-européenne, pour mater la rébellion et garder intacte sa province. Dupuy se charge de cette livraison. Alors d'abord, les premiers voyages s'effectuent à dos d'âne dans la montagne. Et puis, vu la difficulté, la longueur du temps de trajet, l'idée c'est de relier la mer par la voie du fleuve Rouge, qui est identifié comme le fleuve navigable qui permettrait de désenclaver le Yunnan et de le faire communiquer le plus rapidement possible avec Shanghai et les grands ports chinois. Alors l'expédition est montée avec un associé qui est Ernest Millot, qui lui est natif de l'Aube. À côté de Troyes, c'est Aix-en-Othe. Ernest Millot est le dernier des garçons d'une famille de notables et d'une famille bourgeoise. Il est installé à Shanghai et il a été maire de la concession française, donc c'est quelqu'un d'établi. Alors comment Dupuy et Millot arrivent à s'associer ? L'un étant plutôt un personnage de l'ombre et l'autre plutôt de la lumière, l'un paraissant plus spontané et agir sur des coups de tête alors que l'autre semble plus mesuré, notamment au niveau financier. Bon, c'est une association qui fonctionne puisqu'elle dure jusqu'à la fin de la vie d'Ernest Millot. Il rentre à Paris pour trouver des capitaux et puis aussi rapidement il rencontre le ministre de la Marine dont dépend la colonie de Cochinchine, avec l'idée d'avoir une double légalité dans leur voyage. Une légalité chinoise, puisqu'ils livrent des armes au maréchal Ma, et une légalité française, puisque leur point de départ, c'est l'Annam, dont une partie est contrôlée par la puissance française. Il n'y a pas d'accord du ministre, ça reste très officieux, mais on l'encourage quand même à effectuer la démarche. Et puis sur place, Dupuy, à Saïgon, rencontre le gouverneur Dupré, qui lui aussi ne donne pas de stop ou qui lui garantit la présence française, au moins dans les eaux jusqu'à la baie d'Along, et qui après laisse carte blanche pour la remontée du fleuve Rouge. Dupuy, certainement, agit comme un Français, c'est certain, avec des références chinoises, puisqu'il ne connaît pas le Vietnam. Aucun occidental n'est allé récemment au Tonkin. Et du coup, ce qu'il en connaît et le mode de fonctionnement qu'il prête au Tonkin, c'est une visée chinoise qui aurait pu être contrebalancée par les informations données par le personnel de la Cochinchine, mais ce n'est pas le cas. Donc l'idée de Dupuy, c'est que le royaume d'Annam est tributaire de la Chine et qu'à ce titre, lui étant porteur de sceaux chinois et investi par l'autorité
administrative chinoise. Il a donc tous les droits pour circuler comme il l'entend au Tonkin. L'expédition s'organise depuis Shanghai, avec ce qui a été décrit après comme un milieu interlope, c'est-à-dire des navigateurs qui sont grecs, qui sont corses, qui sont chinois également, donc une grande variété de personnes. Le point commun, ça doit être le caractère aventurier de chacun. Et il y a 3 bateaux donc, qui quittent Shanghai et qui appareillent d'abord donc, sur la mer Jaune et ensuite qui remontent le fleuve par ce qui va devenir par la suite Haiphong et puis jusqu'à Hanoï et jusqu'à la frontière. Je ne suis pas certaine déjà qu'il ait toute légitimité à posséder les sceaux qu'il utilise. C'est possible qu'il ait trafiqué aussi les choses, que les titres qu'il se donne ne soient pas les bons, que les sceaux et la signature qu'il utilise ne soient pas réglementaires également. Et c'est quelqu'un qui a un objectif, c'est faire fortune en faisant du commerce. Alors l'idée c'est d'acheminer des armes jusqu'au Yunnan et de redescendre du Yunnan avec du sel et de l'étain et de le vendre à Shanghai ou au Vietnam. Et lui, l'objectif, il est celui-là, il est de faire fortune sur ce commerce. Et c'est certainement quelqu'un pour lequel tout moyen est bon à cette réussite. Donc, que les sceaux ne soient pas réguliers, que les titres dont il se parle ne soient pas réguliers non plus, que les titres qu'il prête aux personnes qui ont passé commande soient aussi bidonnés, c'est tout à fait possible. On peut pas. Moi, je suis incapable de démêler le faux du vrai. Ce qui sert un peu d'aiguillon, c'est le discours qu'il crée sur cette expédition, et c'est un discours qui est de toute façon reconstruit, et qui est reconstruit dans un seul but, c'est d'obtenir l'argent du gouvernement français, puisque l'expédition étant un fiasco, lui est placé en faillite, les navires sont immobilisés. Alors le montage de l'expédition avec Millot, c'est effectivement pour livrer des armes qui sont commandées auprès d'une société allemande, telle Genolting, ce qui va lui être reproché par la suite, puisqu'on est dans la période où la France fait le deuil de l'Alsace et de la Moselle, et que l'Allemand est le grand méchant. Alors je n'en ai pas de preuves directes aussi, mais dans le même état d'esprit, certainement que pour Dupuy, la fin justifiant les moyens, si ce sont des Allemands qui sur place sont capables de lui fournir les armes dont il a besoin, que ce soit allemand, anglais ou français, pour lui, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est la réussite de son entreprise. Donc la flottille quitte Shanghai, remonte le fleuve, attend dans un premier temps des autorisations du gouvernement impérial annamite, des autorisations qui n'arrivent pas ou qui mettent trop de temps à arriver selon le goût de Dupuy, d'autant plus qu'il y a une question de saison et pour la navigabilité du fleuve. Les basses eaux empêchent toute navigation de bateaux importants. Donc il y a un petit créneau pour remonter ce fleuve, les autorisations n'arrivent pas et il passe outre. Et il est rejoint donc la frontière sino-vietnamienne, livre ses armes, récupère une cargaison d'étain en échange, et c'est au moment de redescendre le fleuve Rouge qu'il est bloqué par les autorités vietnamiennes et ces navires sont mis sous séquestre une première fois à Hanoï. C'est là où l'amiral Dupré a l'idée d'envoyer Francis Garnier avec quelques marins français, un petit nombre, et il va y avoir sur place collision entre Garnier, qui représente la marine, donc, et qui obéit au gouverneur de Cochinchine, une collision avec Monseigneur Puvigné, qui est évêque et qui, lui, contrôle des populations converties catholiques, et puis donc les intérêts de Dupuy et de Millot, qui, eux, veulent la liberté du commerce sur le fleuve et la libre circulation dans la région du Tonkin. Il devient l'inventeur du Tonkin au moment où il distribue la fameuse carte aux pépites, incitant les députés français à voter les crédits pour la seconde conquête militaire d'Hanoï.
Donc l'entreprise menée avec Garnier et Puginet a tourné court suite à la mort de Garnier, qui était dans une illusion de conquête totale, complètement enivré de succès militaire. Donc les Français détenaient quelques citadelles sur le fleuve Rouge et imaginaient qu'ils avaient conquis l'ensemble de la région. Ce qui s'avère rapidement illusoire, notamment lorsque Garnier est assassiné sous les portes de la citadelle d'Hanoï. Suite au décès de Garnier, c'est un autre marin qui vient sur place négocier. Ce marin, c'est Philastre, et lui connaît bien l'Empire d'Annam, son mécanisme administratif et le système d'autorité qui y est exercé. C'est un proche également de Dupré, certainement dans un moment où il y a peu d'hommes de pouvoir sur place et où les Français doivent bien agir en intelligence les uns avec les autres. Le fait que dans un premier temps, Dupré envoie sur place Garnier, qui est un peu tout feu, tout flamme et qui escompte une conquête rapide, et puis que dans un deuxième temps, il envoie Philastre, qui est plus sage, plus connaisseur de la région et des rites anamites, c'est certainement une indication sur la marge de manœuvre que Dupré a pour cette conquête du Tonkin. C'est un moment aussi où les Français sont loin du gouvernement de la métropole, et où il y a une marge de manœuvre réelle qui existe et des destins qui peuvent se forger rapidement. Et puis l'idée, c'est de mettre l'autorité métropolitaine sous le fait, et d'imposer une conquête qui n'a pas été décidée à Paris. À Paris, tous les documents dont on dispose invitent à la prudence, demandent de ne rien engager, de rester humble devant le gouvernement annamite. Et puis sur place, il y a des individus qui voient un laps, une ouverture possible pour se créer un destin, un poste, et puis asseoir une fortune ou une renommée. Donc Garnier, ensuite Philastre, et c'est là donc en 1874 où Dupuy fait une seconde fois faillite. La première faillite qui lui est reprochée est celle qui suit les incendies de ses entrepôts en Kéou. La deuxième faillite, c'est avec le séquestre de son expédition au Tonkin, suite à la mort de Francis Garnier. Et là, Dupuy rencontre l'amiral Dupré. Du coup, le message de Dupré, ça va être rentrer à Paris, négocier avec le gouvernement français des indemnités pour sortir de la faillite, payer votre personnel et puis rembourser l'expédition et finalement gagner de l'argent sur cette expédition. Donc Dupuy comprend bien que son avenir financier passe par le gouvernement français et ce qu'il pourra en obtenir. Et d'affairiste et d'homme de commerce, il devient un politicien et un affairiste en eau trouble pour obtenir du gouvernement français ces indemnités. Et là où le gouvernement français va être aussi malin, c'est en lui faisant comprendre qu'en métropole, il n'y a rien à lui donner, mais que par contre, sur place, une fois que le Tonkin sera français, là, il aura une place, des concessions ou des monopoles qui lui permettront de rentrer dans ses intérêts. Et du coup, c'est Dupuy qui va devenir la voix française du lobby pro-Tonkin et qui va prêcher pour une conquête militaire qu'il assure rapide, facile, économique, sans problème. D'où la création aussi et la diffusion de la carte aux pépites, dans laquelle on voit que le Tonkin et le Yunnan, parce que le Tonkin est toujours l'antichambre du Yunnan, et l'objectif final, c'est bien le Yunnan, c'est pas le Tonkin en lui-même. Donc le Tonkin et le Yunnan regorgent de richesses en tout genre, surtout sous forme de minerais, ce qui va expliquer aussi que des sociétés comme Boucheron vont être associées au développement de la mine de charbon de Kébao.
Et donc Dupuy, à Paris, devient ce qui a été qualifié d'inventeur du Tonkin. Puginier, quand il participe à la conquête d'Hanoï, il est épaulé, d'abord je ne suis pas sûre qu'il soit directement dans le conflit, mais il est épaulé par des centaines de catholiques. Dupuy, qui attaque une des portes de la citadelle, il est à la tête des hommes de son expédition, mais aussi de Chinois qui, sous les ordres du maréchal Ma, le raccompagnent jusqu'à la mer. Alors que Garnier, lui, il est bien seul avec quelques marins pour l'épauler. Et c'est celui qui s'auto-persuade le plus de la victoire. Et certainement que la mort, il ne la voit pas du tout arriver et il ne met pas du tout en place de succession possible. Il n'a aucun doute. La victoire est facile, la domination est effective et il meurt en étant persuadé détenir le delta. Et avec sa mort, tout s'effondre. C'est là où il y a déjà le début du mirage et de l'illusion. Et puis ça se poursuit sur plusieurs générations. Quand Dupuy récupère ses concessions en 1884, il mise tout pour construire des sociétés avec de grands capitaux. À aucun moment il se dit qu'il va vendre la concession, prendre l'argent et partir. Non, il est persuadé qu'il va faire fortune. Et il se trompe les deux fois. Alors, la première fois à Kébao, où la société doit être renflouée plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est Dupuy qui va être à l'origine du renflouement. C'est-à-dire que c'est lui qui ressollicite les ministères en reparlant de son expédition et de la façon dont il a été trahi par Dupré, ensuite Filastre, et qui, une fois qu'il perçoit des indemnités, les réinvestit entièrement dans la nouvelle société de Kébao. Donc Kébao, c'est un gouffre financier qui n'est jamais réellement rentable. Alors la deuxième société qui est montée, c'est la société forestière d'Annam, qui va mieux fonctionner une fois Dupuy mort en fait. Il y a des oreilles dans le champ, non ou pas ouais, il est passé. Ouais. Viens, là, c'est pas vrai. Oui, la société forestière, elle va devenir la société d'allumettes d'Hanoï. Alors je ne sais pas à quel moment ça se fait, mais autant dans les années 20-30 on parle de cette société, autant jusqu'en 1910 elle n'a pas grande puissance économique. C'est dans cette société, en s'investissant dans la société qu'Ernest Millot meurt en Annam, et Dupuy a toutes les plus grandes difficultés à trouver du personnel compétent sur place pour faire tourner la société. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre. C'est celui qui est à l'origine des montages des sociétés. Une fois que Dupuy a ses concessions, il travaille avec quelqu'un qui s'appelle Bing. Je me suis demandé si c'était pas une blague. Il est parisien et je crois qu'il est suisse. C'est un nom chinois. C'est Bing et compagnie. D'accord. Mais il fait du commerce avec l'Asie et notamment pour des œuvres d'art. Ça a l'air d'être un galeriste, mais c'est très mystérieux. Ça s'appelle Bing et compagnie. Et puis, d'où ça sort, ça, j'ai aucune réponse. Ce Bing, je le poursuis, mais j'ai du mal à saisir. Et donc la société en fait des allumettes, elle survit. Oui. À l'œuvre de Dupuy. Oui, parce qu'on la retrouve après. Il n'y a pas 36 sociétés des allumettes non plus. Donc, surtout que ça devait être un monopole aussi. Et c'est racheté à un moment donné. Il y a un monopole. Et du coup, alors c'est certainement le monopole aussi qui doit donner le coup d'envoi de la réussite, puisque en fait c'est une fois adoubé par l'administration que les sociétés coloniales réussissent. Alors adouber comment ? Soit en obtenant des marchés par adjudication,
soit en contrôlant des monopoles, soit en travaillant directement pour le gouvernement local, et notamment par le biais des entreprises de bâtiments publics. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez l'air aussi de dire, enfin, Dupuy, quand vous reprenez la correspondance de Dupuy avec les autorités françaises, c'est que Dupuy demande aussi qu'on lui couvre ses pertes. Ah oui, tout le temps. Parce que du coup, la démarche, ça va être de dire, alors, vous m'avez indemnisé, soit, mais l'indemnisation se révèle pas terrible. Et notamment, à chaque fois, la référence est Bavier-Chauffour. Le meilleur, c'était Onguet, vous l'avez filé à Bavier-Chauffour. En plus, il est vraiment... Oui, c'est une concurrence qu'il ne supporte pas, parce que Bavier-Chauffour n'a rien fait pour la France, alors que lui, il se dit j'ai tout sacrifié. Il oublie que quand il a tout sacrifié, il ne pensait pas vraiment à la France, mais ça, voilà, c'est pas son problème. Et puis, Bavier-Chauffour a eu le meilleur, et en plus, il a eu la possibilité de créer son entreprise avec des capitaux de quelque origine qu'ils soient, et notamment des capitaux anglais. Ce qui est formellement interdit à Dupuy par le biais des documents contractuels qu'il a signés avec l'administration. Alors Bavier-Chauffour, c'est le rival. Alors il y a deux rivaux malfaisants. Il y a Pilat et il y a Bavier-Chauffour. Et Dupuy ne comprend pas comment le gouverneur peut leur faire confiance. Et puis comment ils peuvent réussir sur place, étant donné qu'ils n'ont pas l'antériorité et qu'ils n'ont pas fait de sacrifice pour cette réussite sur place. Donc il y voit une injustice crasse. Voilà. C'est les deux hommes à abattre, et à chaque fois, en fait, quand il y a une publication sur Kébao qui est de la publicité, à chaque fois l'idée c'est de montrer que Kébao réussit aussi bien que Conguet et que la concession de Bavier-Chauffour. Surtout que Bavier-Chauffour est accusé d'avoir obtenu sa concession par ses liens avec Ferry. Et du coup, autant Dupuy, c'est l'homme sacrificiel qui a souffert pour sa position au Tonkin, autant Bavier-Chauffour, c'est celui qui, en claquant du doigt et en agitant son réseau, a obtenu la même chose et voire nettement mieux que Dupuy. Donc c'est une incompréhension complète pour lui. Et une injustice totale. Mais Bavier-Chauffour, en tant qu'individu, comme Ulysse Pilat, moi je les croise peu parce que du coup ils ne sont pas sur place. Alors il faut savoir que même j'ai un... Je recherche son nom, c'est Knops. Ouais. J'ai un de mes colons que je suis qui s'appelle Knops et qui est belge. Et ce Knops, il est au Tonkin depuis le départ. Il travaille pour le gouvernement français, etc. Mais chaque fois qu'il participe à une adjudication, à chaque fois, il y a une pétition ou un mot dans le journal pour rappeler que Knops, attention, il n'est pas français, il est belge. Et les marins qui ont donné leur sang pour la conquête du Tonkin, ils sont français. Et donc le Belge n'a pas à récupérer la réussite des Français. Et ce n'est qu'un Belge, et c'est un individu. Donc tous ceux qui ont des capitaux extérieurs, et notamment anglais, c'est l'infamie totale, quoi. Sauf que par contre, toute la réussite d'Onguet, la colonie en est très fière aussi. Parce que ça montre qu'avec des capitaux et des hommes sérieux, on peut faire quelque chose sur place, et quelque chose qui est à la hauteur des Anglais. Parce que l'idée est toujours dans la comparaison également. Donc Dupuy et Kébao, c'est pas mal. Mais Onguet, c'est la réussite. Et là encore, Dupuy, il rate, quoi. C'est ça qui est... Oui, c'est l'éternel loser. Ouais, c'est ça. C'est le loser du Tonkin. Et en même temps, il accompagne parfaitement l'histoire du Tonkin. Oui, la première conquête, la première défaite, la deuxième conquête... Et puis les tentatives de mise en valeur économique qui s'avèrent aussi plus que délicates, quoi, infructueuses. Un château de cartes. On n'a rien gagné là. Les châteaux de sable, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais et puis quand on voit ce qu'il en reste. Quel bilan vous faites justement de tout ça? Si ce n'est des gens qui ont rêvé, qui ont cru et qui s'en sont donné les moyens. Mais certainement que Dupuy aussi, qui est tellement décrié comme un mercanti,
comme un homme de peu de foi, de peu de valeur, prêt à renier père et mère pour une piastre. C'est certainement plus compliqué que ça, parce qu'il garde des amitiés sur des années, dans des contextes difficiles, puisque tous ses amis leur doivent de l'argent. Donc garder des amis en leur étant débiteur, c'est encore plus impressionnant. Et puis aussi des gens qui s'y sont créés une nouvelle patrie et de nouveaux destins. Voilà, je pense à la famille d'Argent, c'est là qui est surprenante, avec ce capitaine de navire que Dupuy recrute à Shanghai, Albéric d'Argence, qui finalement reste à Haiphong, se marie avec une Vietnamienne. Alors non seulement donc vit en concubinage avec cette femme vietnamienne, mais l'épouse. C'est le premier mariage de Français sur place. C'est le premier mariage mixte, bien sûr. Et il légalise les 6 enfants qui sont nés de l'union. Avec Jean Dupuy, qui est le parrain de l'aîné, qui est une fille et qui s'appelle Jeanne. Donc garder des amitiés sur des années dans des circonstances aussi difficiles, c'est certainement la preuve d'une valeur personnelle quand même. J'arrive pas à imaginer que le pire des salopards puisse comme ça se garder des amitiés intangibles. Sachant que c'est le Tonkin et que ces amitiés sont quand même très souvent agitées par des procès. Donc une autre amie chère de Dupuy, c'est Debert, la vieille Debert, qui est la cantinière apparemment de l'expédition, qui reste sur place. Alors, ce que fait Debert là-bas, c'est très mystérieux, mais Debert a un fils, Bellejeune. Et Bellejeune, lorsque Dupuy a un peu d'argent rembourse des dettes qu'il devait avoir auprès de Debert et Bellejeune. Et au moment où la fortune semble plus importante, au moment de la fondation de la société de Kébao, Bellejeune attaque Dupuy pour essayer de récupérer plus. Il perd, et après ils redeviennent amis. Mais les tribunaux sont très actifs au Tonkin, et donc les amitiés comme ça sont marquées par des procès de temps à autre pour essayer de récupérer ce qui est récupérable. Elle est reconnue comme c'est l'institution, elle est boire l'absinthe chez la mère Debert, et puis alors moi il y a tout ce côté-là qui m'intéresse bien aussi, c'est comment on part de France, mais c'est ce qu'on peut voir des expatriés aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est pas bien en France et qu'on veut réussir ailleurs, qu'on décrit, qu'on est très dur avec la France, et puis arrivé sur place, on recrée la France. Et Debert fait pousser des asperges, et le tout Hanoï se précipite pour manger les asperges de la mère Debert. Voilà. Alors que personne ne veut rentrer en France. J'ai des lettres de colons où il y en a peu qui rentrent en métropole parce que ça coûte super cher, le trajet est long, ils ne savent pas ce que leurs affaires peuvent devenir pendant qu'ils sont absents. Bon. Mais quand ils rentrent, ils ont une petite cantinière là, et notamment des confitures. Et j'ai des lettres de colons qui expliquent la joie de manger de la confiture à Hanoï. Et c'est incroyable. Non, mais c'est tout à fait ça. Donc on est loin, on tourne le dos à la France, on ne veut plus en entendre parler, mais si je peux manger mes asperges le dimanche, c'est épatant.